Jedi utilise la force pour la connaissance et la défense. Jamais. Ce sont des clients très importants, ils ne peuvent pas attendre. Eh ben, ils vont apprendre. Nous avons juré de protéger jusqu'à la mort la pierre du temps. Et j'ai juré de plus manger de glace, mais... Pareil qu'on a créé un parfum pour moi. Ah, ça nous botte tous de t'entendre dire ça. Il faut avouer que voir Johnny massacrer un nazi, c'est presque aussi chouette que d'aller au cinoche. Bienvenue dans ce nouvel épisode de LNDS. LNDS, c'est le format news de la nuit des sorties où on analyse l'industrie du cinéma sous toutes ses coutures, Warner, Netflix, Disney, etc. Et pour ce faire, je suis comme d'habitude avec Al. Bonsoir Al. Bonsoir Ista, comment ça va? Ça va et toi? Ça va. Le retour du froid. Ouais. La fin du Festival de Cannes, le début d'une nouvelle aventure. Oui, mais la semaine prochaine, je crois que c'est Annecy, le week-end du 9, il me semble. Donc, ouais, à peu près, ouais. Ouais, du coup, ouais. Donc, un festival en cache un autre. Bah après, il y a des festivals pas tout le temps, en vrai. C'est comme les trains, quoi. Je sais pas si c'est comme les trains, mais ouais, il y a des festivals tous les mois, hein, en vrai. Et surtout en France, on a de la chance d'avoir pas mal de festivals. Bon, après, il faut un peu chercher, il faut un peu voyager, j'imagine. Mais il y a des festivals quasiment tout le temps de cinéma. Voilà. Je sais pas pourquoi on fait cette intro sur le festival. Parce qu'on va commencer par parler d'un festival. C'est vrai qu'on va parler du Festival de Cannes. Et oui, c'est la fin, c'est fini, ça. C'est fini, non. Non, on y était, putain, bah non, pas du tout. On était chez nous, mais on l'a suivi de loin. Voilà, on a vu les retours des gens qui ont été assez divisés quand même sur le Festival de Cannes. Comparé à l'année dernière, ouais. Où là, il y avait des gens qui disaient c'était de la merde, des gens qui disaient mais non, c'est bien. Enfin bref, ça s'est déchiré dans tous les sens. Donc j'ai hâte de voir les films, j'ai hâte qu'ils arrivent parce que j'ai hâte de faire mon propre avis. Et du coup, on a le palmarès du jury de Cannes, voilà, qui était présidé par Greta Gerwig, donc la réalisatrice de Barbie. Et ils ont fait un palmarès qui a fait beaucoup de débat aussi sur le coup. Alors déjà, en prix d'interprétation féminine, on a retrouvé le film Emilia Pérez, enfin les actrices du film Emilia Pérez, Selena Gomez, Carla Sofia Gascon, Zoé Saldana et Adriana Paz, donc du coup pour le prix d'interprétation féminine. Donc ils ont fait c'est un prix un peu spécial du coup parce que d'habitude c'est une personne, là ils ont récompensé le cast féminin du film. Donc c'est le film de Jacques Audiard, celui qui avait fait Un prophète, voilà, qui avait été surtout connu pour Un prophète. Ouais, bah c'est une des premières fois, je crois que c'est tout un cast qui est récompensé à Cannes, dont une actrice trans, d'ailleurs aussi, qui a fait un discours. Oui. Et le film a aussi eu le prix du jury. Donc voilà, ils ont eu deux prix à Cannes. Et donc moi j'ai hâte parce que le film a assez divisé, mais je crois que les avis étaient plutôt bons, quoi. Ouais, plutôt bon. J'ai vu des avis qui disaient que c'était entre le nanar et le chef-d'œuvre. Donc je sais pas trop ce que c'est, mais ouais, ça a l'air un peu spécial, mais ça donne un peu envie. Moi, je trouve les images belles qu'on a vues et tout. Donc oui, il a l'air assez beau le film, voilà. Donc ouais, ça me donne envie. Ensuite, en prix d'interprétation masculine, on a eu Jesse Plemons pour Kinds of Kindness, du coup le film de Yorgos Lanthimos qui était fraîchement. Bah non, il a pas eu d'Oscar, je crois. Je crois qu'il a rien eu. Mais en tout cas, pour Thing, je crois que ça avait rien eu, il me semble. Ah, aux Oscars? Non, enfin lui avait rien eu, je veux dire. Ah, lui, Yorgos Lanthimos, non, il n'a pas eu de prix. Je crois qu'il a rien eu. Mais voilà, donc après le succès de Poor Things, on va dire que voilà, il revient avec un autre film à Cannes de 2h45, je crois, en plus, le film. Et c'est Jesse Plemons qui gagne, donc moi je suis plutôt content, même si j'ai pas vu le film, c'est que Jesse Plemons, à chaque fois que je l'ai vu, il était vraiment bon, cet acteur, donc ça m'étonne pas trop. Je pense que tout le monde est un peu plutôt content de ce choix-là. En général, ça c'est pas le choix qui a fait le plus débat. C'est vrai. Et ensuite, on a eu un prix spécial, voilà, du jury pour The Seed of the Sacred Fig de Mohammad Rassoulov. Alors, c'est un réalisateur iranais qui a qui a été condamné pour avoir sorti ce film qui était un peu décrit par le gouvernement iranais. Je crois qu'on dit iranais ou iranien. Bah, iranien. Je sais pas pourquoi je dis iranais. Mais comme anti-gouvernemental, enfin un truc comme ça. Donc voilà, il a été, je crois qu'il devait être condamné à 8 ans de prison. Il a quand même réussi à aller au Festival de Cannes. Ouais. Donc ça a été assez compliqué. Donc le festival lui a donné quand même une tribune pour faire un discours. Donc je trouve ça assez beau pour son film que j'ai pas vu, je sais pas ce qu'il vaut, mais en tout cas il a fait un plutôt bon discours. Et voilà, je trouve que quand même les événements comme ça sert aussi à avoir une tribune pour dénoncer certaines injustices, surtout en Iran où il y a pas mal de problèmes à ce niveau-là, quoi, quand même. Ouais, clairement. Ensuite, on a le prix de la mise en scène pour Grand Tour de Miguel Gomez. Je ne connais pas du tout ce réalisateur, donc je vais pas faire genre que je connais quelque chose. Mais je crois que c'est un film en noir et blanc, donc bon,
potentiellement, je sais pas ce que ça vaut, mais ça peut être très beau. D'accord. Ensuite, le prix du scénario, c'est The Substance de Coralie Farja. Alors Coralie Farja qui s'était fait connaître parce qu'elle avait fait un long métrage qui s'appelait Revenge, qui avait fait beaucoup parler à l'époque. Et ce film, apparemment, il a fait, le The Substance, du coup, il a fait beaucoup parler. Il y a beaucoup qui voulaient en Palme d'Or. Pour le coup, il l'a pas du tout eu. Et ouais, c'est un film qui a dégoûté pas mal de gens parce qu'apparemment, il est assez hardcore. Oui. dans ce qui monte, donc il y a beaucoup de gens qui étaient partis de la séance apparemment pendant le film, donc moi j'ai très envie de le voir, mais beaucoup de gens étaient déçus qu'il a gagné que le prix du scénario. Alors en plus apparemment c'est le prix qui devait le moins gagner. Ouais, c'est ce que j'ai compris aussi, que c'est pas un film, c'est pas le truc le plus intéressant du film. Ouais. Donc bon, à voir, mais moi en tout cas ce film m'intéresse pas mal et je pense que ça va être un des gros débats de l'année, ce film-là quand il va sortir, donc j'ai assez hâte. Ensuite, le Grand Prix, donc le deuxième plus gros prix de Cannes, c'est All We Imagine as Light, de la réalisatrice Payal Kapadia. Donc c'est une réalisatrice indienne, donc d'Inde. Et je crois que c'est peut-être une des premières fois qu'un film indien gagne une palme, en tout cas au festival. À vérifier. Ouais, mais c'est pas très courant. Et de toute façon, je crois que ça fait pas si longtemps, je crois que ça fait genre que 30 ans qu'ils ont des films à Cannes. D'accord. Les Indiens, donc voilà. Je sais pas ce que ça vaut, mais ça me tente pas mal aussi. Et la Palme d'Or est remise à Anora de Sean Baker, je crois qu'on dit Sean en anglais. Oui, il dit Sean. Sean Baker, donc celui qui avait fait de Florida Project et Red Rocket. Donc Florida Project, je me souviens qu'il y avait le Bouffon Vert, Willem Dafoe. Willem Dafoe. Donc voilà. Et ouais, c'est un mec qui est connu pour faire des films de festival. Donc et ça a beaucoup divisé aussi cette Palme d'Or. Donc que un palmarès de la division pour le coup. Rien pour Coppola d'ailleurs aussi. Oui. Parce que son film s'est fait défoncer. S'est fait défoncer, ouais, c'est ça. Hein. Beaucoup de très mauvais avis qui sont tombés sur Megalopolis. Hein. D'ailleurs, t'as vu l'histoire là de la scène qu'il y a et que je sais pas comment ils vont faire dans les cinémas pour faire cette scène. Comment ça ? Il y a une scène dans le film où c'est le personnage principal qui se fait interviewer par un mec, mais qui est dans la salle, tu vois. Genre, dans le film, le mec qui parle, le personnage d'Adam Driver parle, voilà, comme s'il se faisait interviewer, à une personne qui est en fait une vraie personne dans la salle pendant la projection, tu vois. Genre, okay. si tu vas le film en vrai, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui vienne dans la salle et qui fasse ce genre l'interview. Est-ce qu'ils vont embaucher quelqu'un ? Bah c'est ça, mais je crois que le distributeur il a dit ouais, on va vraiment le faire et tout. Oh, c'est une dinguerie quand même. Ouais, c'est une dinguerie. Ouais. Ça va être encore les mecs du cinéma là, les pauvres employés. Mais c'est ce que je me disais aussi. Qui vont devoir faire des trucs comme ça. Non mais ça a l'air complètement déjanté comme idée. Bon, à voir. Moi, j'irai voir le film parce que vu tout le remous que ça a fait, les retours que ça a fait, j'ai trop envie de le voir du coup maintenant. Mais ouais, donc un palmarès qui a pas mal divisé. J'ai hâte de découvrir tous les films. Surtout Emilia Pérez, moi il me tente bien. Ouais, c'est celui aussi peut-être qui me parle peut-être le plus. Ouais. Bah après peut-être un Nora aussi parce que c'est la Palme d'Or et j'ai quand même un peu envie de voir ce que ça donne. Quoi. Oui, moi aussi. Ouais. Mais voilà pour le Festival de Cannes, donc rendez-vous l'année prochaine. Voilà. Mais je pense qu'on n'a pas eu le Anatomie d'une chute cette année, tu vois, on n'a pas eu un truc comme ça. Il n'y a pas eu un truc qui a mis tout le monde d'accord en tout cas. Ça c'est sûr. Ouais, c'est ça. Et je pense que c'est pour ça que les gens sont peut-être un petit peu déçus. Quoi. Mais bon, je pense pas que les films soient dégueux non plus, quoi. Oh non, mais je pense. Après, c'est bien qu'il y ait de la division, voilà. Oui, c'est bien aussi. Hein. Ça nous permettra on jugera le film de nous-mêmes, de toute façon. Bah, moi, je suis sans tirer tout seul, mais ouais. Pas de problème. Alors, on a fini pour Cannes. On va parler de Miyazaki. Parce que Miyazaki, il perd plus de temps. Voilà. Il se met déjà à faire son prochain film. Et donc, il a dit que ce sera un film. Alors, je crois pas que c'est lui qui l'a dit, il me semble que c'est Goro Miyazaki, son fils, qui a dit que ce serait donc un film d'action-aventure. Voilà, qui sera nostalgique qui rappellera les vieux jours. Les vieux jours. En gros, je pense qu'il va faire un truc proche de peut-être le château de Cagliostro, ou peut-être Mononoke, ou peut-être ce genre de choses. Ces films un peu de l'époque. Après, je sais pas s'il veut dire nostalgique dans le sens nostalgique comme il les faisait Miyazaki ou nostalgique dans le temps, tu vois. Je sais pas ce qu'il veut dire. Bah moi, j'ai plus compris dans le temps, en fait. Enfin, moi, je l'avais compris comme ça. Bah après, Miyazaki, il a quand même fait des films qui se passent à des périodes qui sont pas forcément contemporaine, tu vois. Son dernier film, il se passe pendant la guerre, donc. Mais non, moi j'avais plus compris des films d'aventure, genre comme je disais, Mononoke, qui faisait beaucoup en fait dans les années 90, tu vois. Ok. Ouais, en gros vis-à-vis de ce qu'il faisait avant, quoi. C'est ça, ouais, c'est ça. Ok. Bon, après potentiel. Après action aventure, ouais, effectivement.
Bon, après, le dernier, il y a un peu d'aventure aussi, on peut le dire. Mais... Un petit peu, oui, c'est vrai. On peut dire ça, mais après, ça nous dit rien de vraiment ce qu'il va faire. Après, il y avait des rumeurs qu'il devait faire la suite de Nausicaa. Tu sais, il y avait des rumeurs qui disaient, parce qu'il avait fait un storyboard de Nausicaa, et les gens étaient en mode, peut-être c'est la suite de Nausicaa. Ah oui, mais après, c'est possible, parce que Nausicaa, c'est un manga, à la base, et il y a plusieurs tomes, donc c'est possible. Non, moi, je pense pas. Vu la déclaration, je pense pas que ça va être la suite, et je pense pas que lui, il veut faire une suite. Mais c'est possible que ça se rapproche peut-être dans le ton, oui, c'est ça. De ce qu'il fait de Nausicaa. Potentiellement, donc voilà. Après, moi, Miyazaki, voilà, j'adore, c'est peut-être mon réal préféré, un de mes réals préférés, donc je serai là, voilà. Le papy de 80, je sais pas combien d'années, toujours présent, donc voilà. Après, ça va sûrement prendre son temps, parce que il met énormément de temps quand même à faire les films maintenant, donc on verra, parce que je crois que c'était 7 ans, ça a pris 7 ans, Le Garçon et le Héron, un truc comme ça. Le Garçon et le Héron, mais là ils disent que, ouais, je sais pas, j'ai cru comprendre qu'ils sont déjà partis là sur le travail. Après, ça se trouve, ils travaillent dessus depuis déjà 2 ans, ça se trouve. Ouais, ça c'est possible aussi. Donc en fait, ça se trouve, oui, il sortira dans 4-5 ans, mais en tout cas, je serai là pour le voir, et évidemment, j'ai envie de le voir, quoi. Ouais, pareil, tout pareil. Ensuite, on va parler de Catastrophe à Paramount, Mission Impossible 8. Donc, pas 7 partie 2, hein, voilà. mais Mission Impossible 8, qu'ils ont renommé 8. Et ben, il y a des énormes problèmes de tournage. On avait vu des images de Tom Cruise à Londres, il me semble, il y a quelques temps, voilà, qui courait à Londres sur un pont. C'est toujours Christopher McQuarrie, d'ailleurs, qui réalise. Et là, on a appris qu'il y a eu un gros problème durant le tournage, c'est qu'ils ont utilisé un sous-marin, donc de 36 mètres. Et je crois qu'il coûte 23 millions et il l'a cassé. Il a cassé le pauvre sous-marin. Et du coup, ils sont obligés de le réparer. Et donc, du coup, ça va coûter énormément à la production de réparer le sous-marin. En plus, apparemment, ils doivent payer le reste de toute l'équipe pour chaque jour de tournage de retard. Donc, ça prend des proportions assez ouf. Surtout que déjà, il y avait eu des problèmes de production durant la grève l'année dernière, parce qu'ils avaient déjà commencé le tournage et ils ont dû l'arrêter. Il y avait du coup des gros problèmes de production à ce niveau-là. Apparemment, le film devrait dépasser les 400 millions de dollars de budget. Donc, un des plus importants de l'histoire d'Hollywood, hein, si le film sort comme ça. Et le film doit sortir dans 1 an. Le 21 mai 2025, je pense que ça sortira jamais le 21 mai 2025, je pense que ça sera repoussé. Là, je pense que le film, là, il va jamais être rentable et ils sont mis dans une merde pas possible, quoi. Bon, après, c'est des problèmes, des accidents, etc. Mais là, ça va être très, très compliqué, là, de rembourser ce film. Oui, s'il fait vraiment 400 millions, oui. En plus, le dernier n'a pas si bien fonctionné que ça. Bon, il fait comme, je crois, 500 millions au box-office, un truc comme ça. Mais non, tu seras pas rentable du tout. Ouais, par contre, j'ai vu des photos de Tom Cruise ce matin, donc ils sont en train de tourner encore en ce moment. Donc, après, je pense qu'ils se tournent des scènes où le sous-marin n'est pas... oui, non, c'était dans un aéroport, je crois, que j'ai vu ce matin. Oui, mais je pense qu'ils auront quand même du retard sur toute la production. Tout ce qui devait se faire avec le sous-marin, etc. Et de toute façon, juste réparer le sous-marin, je sais pas combien ça coûte. Ouais, ou alors ils en trouvent un autre. je sais pas. Pour tous les gars, tu payes un autre sous-marin à 26 millions, je sais pas, c'est quand même mais cher. Ils font ça au studio, tu vois. Ils font ça au studio, tant pis. Ouais, je sais pas. En tout cas, ils sont emmerdés. Là, ils sont dans la merde. Oui, ils sont dans la merde. Ouais. Et bon courage à eux, mais je crois que c'est la fin de la saga Mission Impossible, parce que là... 400 millions de dollars. Enfin, faut que le film il fasse dans les milliards, dans le milliard et tout. Faut qu'il fasse le milliard, ouais, sur le coup. Au moins et tout pour être rentable. Enfin, c'est n'importe quoi. Parce que si c'est 2 fois et demi son budget, c'est 2 fois c'est 800 et demi, oui, ce serait 200, donc 1 milliard, quoi. Ouais. C'est très compliqué. Hein. Surtout que la saga n'a jamais fait plus d'1 milliard au cinéma. Ouais, enfin, là, c'est fou. C'est fou cette histoire. Enfin bref, on suivra la saga Mission Impossible, voilà, pour les déboires de la production, mais c'est très mal parti encore. Par contre, il y avait des photos de Tom Cruise à Paris, je crois, sur une moto avec un petit drapeau. En fait, c'était pas du tout pour Mission Impossible, c'était pour les JO. Voilà, petite anecdote. D'accord, il se fait un petit kiff, le Tom. Ouais, c'est pas un kiff, c'est pour les spots des JO, je sais pas quoi. Mais au final, ça avait rien à voir avec Mission Impossible. Ok. En parlant de Tom Cruise, on va parler d'un film de Spielberg, parce que Tom Cruise a tourné avec Spielberg plusieurs fois. Voilà. Oui, c'était il y a 20 ans, mais oui. Ouais, notamment, La Guerre des Mondes, parce que La Guerre des Mondes, il a été écrit par David Koepp, et David Koepp, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va écrire un film pour Steven Spielberg. Alors, il avait écrit aussi le Jurassic Park, et donc Spielberg, son prochain film, il va sortir
en 2026. Voilà, il sera écrit, donc, comme j'ai dit, par David Koepp. Ce sera donc le 15 mai 2026. On pense peut-être que c'est le... En fait, pour l'instant, on ne sait pas ce que c'est. Donc, ce serait une idée originale. On pense peut-être que c'est l'histoire. On en avait parlé, je crois, dans un épisode, il me semble. Un épisode sur un film sur les ovnis. Ouais, Voilà, parce ce serait qu'il peut-être était celui-là. rapporté, ouais. Ouais, que ce serait une histoire d'OVNI. Donc voilà, Spielberg qui revient à de la SF. Il y a des extraterrestres, donc ça faisait... ça fait depuis la guerre des mondes, je crois, qu'il a pas fait d'extraterrestres. Parce qu'il en a fait pas mal, hein, parce qu'il a fait E.T., il a fait Rencontre du troisième type, il a fait Guerre des mondes. Ouais, je crois que depuis la guerre des mondes, il a pas fait Enfin, après, ça se trouve, il y en a un qui m'échappe, mais voilà. Et donc voilà, Spielberg qui retourne à ses amours d'antan. Il a plus rien à prouver, voilà, il est vieux aussi. Je serai là pour voir le film, hein, dans tous les cas, il sortira dans 2 ans. Après Spielberg, je crois qu'il a pas mal de projets sur le Teco aussi, enfin, comme à chaque fois, parce qu'il est producteur aussi de pas mal de trucs. Oui, bah oui. Comme Del Toro. Le voir retourner aux ovnis, aux extraterrestres, à chaque fois ça fait banco, donc il n'y a pas de raison que ça se plante quand il revient à ça, et j'espère qu'il va revenir avec des idées neuves. Voilà. Ouais, après, oui, c'est vrai que généralement, quand il fait de la SF, ça marche plutôt bien à voir. Après, parce que ces derniers films, ils n'ont pas trop marché, je crois. Ouais, ces 2 derniers films, ils n'ont pas très marché. Hein, donc, Fableman, je crois qu'il a fait un flop aux États-Unis, et West Side Story aussi. Les 2 ont fait des gros flops partout dans le monde, même. Voilà, mais là, ça fait un peu retour au gros blockbuster et tout, peut-être, je pense. Oui, je pense que ça va être un gros film, hein, je pense, ouais. Ouais, c'est ça. Donc, ça va peut-être prendre, quoi. Ensuite, on a un vieux réalisateur qui a teasé quelque chose. Alors, rien de qui était concret dans Fablesman aussi. Qui était dans Fablesman, voilà. Qui jouait John Ford. C'est David Lynch, voilà, qui a teasé dans une vidéo sur Twitter, comme il aime bien les faire, que quelque chose allait arriver et qu'on devait attendre le 5 juin et qu'on aurait des news sur quelque chose. Alors, il nous tease quelque chose, le David Lynch. Ça peut être un flop. Alors David Lynch, réalisateur de Mulholland Drive, de Elephant Man, etc., qui a pas fait de long métrage depuis 2006, il me semble. Ouais, c'est ça. Et donc depuis Inland Empire, il a quitté l'industrie cinématographique. Il a fait la suite de Twin Peaks Returns, mais il n'est pas retourné au long métrage. Et donc on se dit peut-être qu'il va nous annoncer un film. Surtout qu'on avait appris qu'il y avait 2 films annulés là chez Netflix, etc. Là. Donc voilà, peut-être que il va avoir un film qu'il va préparer. Moi, je n'attends que ça, voilà, le retour de David Lynch. Parce que moi, c'est un réalisateur qui a fait sur quasiment tous les films que j'ai vus. Parce qu'il ne me manque qu'un de lui. Quasiment un sans faute. Donc, moi j'ai envie. Je suis pressé. J'ai très envie, mais j'ai très, très peur du flop. Ouais, ça se trouve, il va nous dire c'est un court métrage, comme il en fait 500 par an. Ah là là. Mais j'ai envie d'y croire, voilà. J'ai envie d'y croire. Après tant de bait, depuis tant d'années d'y croire, à chaque fois on dit au Festival de Cannes, il y a son film surprise, nanani. Je veux un vrai film, s'il vous plaît, de David Lynch. C'est vrai. C'est vrai qu'on disait ça, bon. En tout cas, il a l'air d'avoir eu des projets, comme tu disais, qui sont passés, donc il avait l'air de vouloir faire des trucs. Ouais, peut-être. Ouais. Après, ça peut peut-être être une série, pas forcément un film. Ouais, je sais pas. Hein. Là, il te dit Twin Peaks saison 4. J'en doute. Écoute, laisse-moi y croire, voilà. J'ai envie d'y croire. Ouais, j'ai envie d'y croire aussi, on croise les doigts. Ensuite, on a des infos sur le film sur les Beatles de Sam Mendes. Donc voilà, Sam Mendes, réalisateur de 1917, de Skyfall, voilà, et de Spectre, je crois, c'est Spectre aussi qu'il avait fait. Ouais, c'est Spectre, ouais. Et son film, c'est 4 films, parce que je sais pas si vous vous souvenez, il va faire 4 films sur les 4 Beatles, donc Paul McCartney, John Lennon, George Harrison et Ringo Starr. Et je crois que ça sera la même histoire, mais d'un point de vue différent, etc. Donc un truc un peu spécial. Et Paul Mescal serait en vue pour jouer un des Beatles. Et moi, j'ai une question à te demander, Ista. Tu penses que ce serait quel Beatles qui va faire? Forcément. Hein. Paul Mescal, je sais pas, je dirais Paul McCartney, il peut faire peut-être, non? Ouais, je sais pas, je me reviens Paul McCartney, tu vois. Ouais. Après, c'est quelle période des Beatles aussi? C'est la période où ils ont tous la même coupe de cheveux? Oui, c'est ce que j'allais dire, parce qu'ils sont tous dans la même coupe, donc en fait, tu lui mets la coupe de... Mais ouais, après, non, tu vois. Après, John Lennon, il a les cheveux longs. Paul McCartney, Après, il ressemble pas plus à Ringo Starr, Paul Mescal? Ah, mais tu trouves? Ouais, peut-être. J'en sais rien, j'ai pas leur tête en tête. Mais je crois que Paul Mescal, il ressemble un peu plus à Ringo Starr. Après, Paul McCartney, en vrai, ça le ferait aussi, en fait. Moi, je vois Paul McCartney. En tout cas, Paul Mescal, ça me étonnerait pas en Paul McCartney. Par contre, je vois pas George Harrison, non, je pense pas. Et John Lennon non plus, tu vois. Mais c'est vrai que Ringo Starr, je vois pas. Ok, j'ai vu la tête de Ringo Starr, c'est le mec le plus éloigné des Beatles, Ouais, sur lequel il ressemble, en fait. Bon, voilà, je ne connais pas trop la tête des Beatles, mais voilà, Paul McCartney, oui, ça pourrait le faire. De toute façon, il a un talent immense, ce garçon, donc je pense peu importe
lequel il fait, ce sera, je pense qu'il le fera bien dans tous les cas. Projet très spécial en tout cas, mais je me demande vraiment comment ça va s'articuler. Est-ce qu'ils vont nous sortir les 4 films d'un coup, et puis tu dois choisir quel film tu vas aller voir, ou est-ce que tu fais... Non, mais je crois qu'ils vont sortir les 4... j'en sais rien, peut-être qu'ils vont sortir un par mois, j'en sais rien. Je crois qu'on sait pas, je crois. Ouais. Je sais pas comment ça va se passer. Mais ouais, très curieux, très curieux. Il y a le studio d'animation Sursao, donc c'est le studio d'animation de Masaki Yuasa, donc ils ont fait notamment Inuo, ils ont fait Devil May Cry Baby, ils ont Dandanan qui arrive bientôt. Je sais plus c'est quoi exactement le nom, mais voilà, ça arrive sur Netflix et ça a l'air très cool. Enfin, moi, le trailer m'avait pas mal convaincu. Et ben, ils vont faire une série d'animation Ghost in the Shell. Voilà, ouais. Et donc ils ont sorti une petite vidéo teaser, et ça va vraiment, de ce que j'ai compris, suivre les mangas en fait. Ce qui n'est pas le cas du film, le fameux film très connu. Ok, donc ils vont repartir de zéro et ils vont refaire vraiment l'histoire du manga, quoi. C'est ça. De ce que j'ai vu, c'est ça. Ce que j'ai compris, en tout cas, c'est vraiment l'adaptation fidèle du manga, parce que je trouve que ça n'a jamais été adapté finalement, en fait, ce manga-là. Et surtout que Ghost in the Shell, il y a eu plein de séries et tout, mais je crois qu'ils reprenaient beaucoup le film, c'est ça ? Ouais, ils reprennent le film, après ils font un peu leurs propres trucs aussi, mais... Ouais, mais ça n'a jamais été fidèle au manga, d'accord. Donc là, ils feraient un truc comme ça. Moi, je crois que le studio, ils avaient fait... de Tatami Galaxy, je crois que ça s'appelait, qui avait fait beaucoup parler à l'époque. Mm-hmm. Quand c'est sorti, j'avais beaucoup envie de voir, parce qu'ils ont un style un peu spécial, je trouve. Oui, ils ont un style spécial. Ouais, même dans Inuo et tout, Devil May Cry Baby, donc ça me tente de voir ça dans l'univers de Ghost in the Shell, qui est un univers de SF, ça me tente bien aussi. Ouais, moi je suis très, très content, que c'est un univers que j'aime bien aussi, Ghost in the Shell, donc je suis très, très curieux de voir ça. Et le studio, il a un style particulier qui bouge bien et tout, j'aime beaucoup ce qu'ils font. Donc moi j'ai hâte de voir ça, donc ce serait pour 2026. Donc il faut attendre encore 2 ans. Ensuite, on va chez Netflix et on a eu l'annonce, ça y est, de Knives Out 3, donc 3e film à couteau tiré en gros, donc le film de Rian Johnson, donc la suite de Glass Onion. Et on a eu le titre du film, donc qui s'appelle Wake Up Dead Man. Il y a eu un petit teaser et tout, on voit un cercueil et tout, donc on comprend que ça va être un peu de l'horreur. Enfin, moi je comprends que ça va être un peu, tu sais, comme le dernier de Kenneth Branagh là. Ça va être un peu horreur. Comme Mystère à Venise. Est-ce qu'il reprendrait pas le truc comme ça ? Ouais, c'est possible. Hein. Genre le 2e opus, c'est un truc un peu en vacances, etc. C'est vrai que c'est ça. Et le 3, ça reprend. Dans un monde, je me dis que Rian Johnson, il est en train de parodier les films de Kenneth Branagh et ça me fait beaucoup rire. Voilà. Il y a un peu de ça. Donc le film va sortir en 2025, donc l'année prochaine on est sur Netflix. Et on a eu des premiers noms parce que de casting, parce que c'est le truc un peu, je trouve toujours très intéressant dans ces projets-là, c'est qu'il y a plein de gros noms. C'est toujours intéressant de savoir les gens qui sont castés dans ces films-là. Donc on a Josh O'Connor qu'on a vu dans Challenger, là, dernièrement. Kaylee Spiney qu'on a vu dans Civil War. Ouais, et dans Priscilla, et qui est dans Alien, le prochain. Ouais, dans le prochain, ouais. Andrew Scott qu'on a vu dans quoi ? Moi je l'ai vu dans Sherlock, surtout. Oui, Sherlock, ouais. Mais il y avait eu un film il n'y a pas longtemps avec lui. Là, avec Paul Mescal, Love Us Strangers, ça s'appelait. Ouais, c'est ça, Love Us Strangers. Et Kerry Washington, donc j'ai regardé, c'est notamment l'actrice principale dans la série Scandale. Elle a joué dans Django aussi, Django Unchained. Ouais, ils ont pris il a pris les jeunes du moment. Les jeunes du moment, voilà, Josh O'Connor, voilà, avec Challengers, il y a pas mal de mèmes et tout sur lui, sur Twitter et tout, il est assez talentueux, et Kelly Spiney, elle aussi, là, c'est vraiment l'année de la découverte pour elle, donc voilà, elle se fait caster, c'est normal, il a raison, il a le flair, le Rian Johnson. Il y a Daniel Craig qui va sûrement revenir aussi. Parce que voilà, c'est sa saga. Mais j'ai hâte de voir ce que ça donne. Est-ce que ça va être dans un ton comédie horrifique un petit peu et tout? Je veux voir ça. Je n'avais pas été non plus fasciné par le 2e opus, mais j'ai pas passé un mauvais moment. J'ai beaucoup aimé, moi. Ouais, je sais, t'as bien aimé. Moi, j'étais un peu plus mitigé, mais j'ai passé un bon moment. Donc voilà. Moi, en plus, j'aime bien ces trucs, le mystère un peu et tout, etc. Ça peut être toujours sympa. Ah, moi, très content de revoir Rian Johnson. De toute façon, pour moi, Rian Johnson, c'est le GOAT. Donc, je suis content d'avoir... Tu vas pas te faire des amis. Hein. Je l'aime, désolé. je peux comprendre. Alors, on a des nouvelles du film He-Man, enfin, du film Master of the Universe avec He-Man. Donc, He-Man, c'est Musclor, pour ceux qui ont connu à l'époque, de la version française. Et on a l'acteur qui va jouer, donc He-Man. C'est Nicolas Kalitzin. Encore un nom facile à dire. Très facile à dire. Donc il a joué dans Bottoms notamment et dans My Dear Fucking Prince. Voilà, après c'est pas un acteur très très connu, je sais pas ce que ça va donner personnellement. Est-ce qu'il est musclé?
de ce que j'ai vu, pas ouf, quoi. Sur les photos que j'ai vues, c'est pas une énorme baraque, quoi. Donc je sais pas. Après, bon, il va peut-être se muscler pour le truc. Oui, je pense. Ouais, je pense. Mais c'est très bizarre comme projet. À chaque fois, Ouais, je vois les images et c'est tout, je me dis, casse-gueule, hein. qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Après, ça va être drôle, tu vois. Après, faut pas oublier que le réalisateur, c'est Travis Knight, qui avait fait Bumblebee et qui avait fait Kubo, l'armure magique, il me semble. Ouais. Donc voilà, à voir s'il arrive à transformer l'essai. Très curieux, moi, en tout cas. On avait à faire des films de comics, on peut peut-être réussir à faire ça. Ouais, bah après, faut juste que les bonnes personnes soient en charge du truc. Moi, je demande ce qu'à voir, je demande qu'à rigoler de ça, parce que ça a l'air d'être archi drôle, même en live et tout, donc ça peut être très drôle, quoi. On a hâte. Donc, le 5 juin 2026. Ensuite, on va vous parler du projet Elle, Marie. Donc voilà, l'adaptation, vous en avez parlé il y a quelques semaines. C'est le nouveau film de Phil Lord et Chris Miller avec Ryan Gosling en astronaute qui doit sauver le monde. Et ben on a appris que Sandra Hüller, celle qui était dans Anatomie d'une chute, l'actrice principale, elle rejoint le projet. Donc ça y est, elle a été reconnue aux États-Unis et donc on lui a sûrement offert pas mal de rôles et elle est dans le film de Lord et Miller, donc qui reviennent à la réal après pas mal d'années quand même, pour le coup. Et j'ai hâte de voir ça de plus en plus en fait, parce que là, Sandra Hüller, je trouve que c'était une super actrice dans les 2 films dans lesquels je l'ai vu, donc voilà, moi j'ai vraiment encore plus hâte de voir le film. Je sais pas vraiment où ils vont nous emmener avec ça, mais ça peut être vraiment pas mal. En vrai, le casting est assez ouf. Enfin, Phil Lord et Chris Miller, ils nous ont donné des très bons films dernièrement. Scénario d'Andrew Goddard, que moi j'aime bien. Ryan Gosling et Sandra Hüller. Le projet, il est sexy, quoi. Il donne envie, quoi. C'est ça qui donne envie, le projet, pour le coup. Après, il faudra voir, mais un film de SF, en plus, retour, parce que Lord et Miller, ils ont fait pas mal d'animations, ils ont beaucoup écrit pour des films d'animation ces dernières années, les 2 Spider-Verse notamment et les Mitchells, les machines, par exemple. Mm-hmm. Et donc là, les voir dans un film live, parce que ça fait je crois que c'est depuis 21 et 22 Jump Street qu'ils n'ont pas fait de truc live en fait depuis le temps, et c'était vraiment de la comédie pure. Donc là, ça va être un film de SF. Après, peut-être ça aura un ton comique, mais en fait, je pense pas, vu l'adaptation que c'est. Donc les voir dans un registre un peu sérieux SF. Ça va être un petit challenge et un petit renouveau pour eux, ça se trouve, donc hâte. Chez Amazon, ils viennent de commander une série Young Sherlock Holmes, donc le Sherlock Holmes jeune, avec l'acteur Hero Fiennes-Stephen, qui a joué dans les After. Voilà. Et donc la série, elle va être réalisée par Guy Ritchie, donc qui a fait les Sherlock Holmes à l'époque avec Robert Downey Jr. et Jude Law. Donc voilà, il retourne à Sherlock Holmes, mais pour faire une série sur le jeune Sherlock Holmes. Ça me donne absolument pas envie, pour le coup. Après que Guy Ritchie revienne à ça, mais après, est-ce que c'est confirmé que c'est le Sherlock Holmes de ces films? Ah non, tu vois? Non, c'est juste ok. Bon, voilà. Mais peut-être il y aura un peu de ça. Il y avait longtemps des rumeurs qui parlaient d'un Sherlock Holmes 3 avec Jude Law et du coup Robert Downey Jr. Ça paraît d'en parler de ça. À chaque fois que ça dit que ça va potentiellement revenir, etc., c'est jamais vraiment revenu. Donc voilà, Guy Ritchie il va faire cette série-là. Guy Ritchie, ça fait un moment qu'il s'est perdu, je pense. Pauvre Guy Ritchie. Il a bossé sur The Gentleman, parce qu'il paraît que la série est bien sur Netflix. Oui, je crois qu'il l'a produite et peut-être écrite, la série de Gentleman. Mais je trouve qu'il fait c'est un peu un gloubi-boulga. Ce qu'il fait ces dernières années, il est plus dans il enchaîne pas mal les projets, tu vois, plus que des... En plus, il fait pas mal de commandes aussi pour Amazon, ou etc. Je sais pas si ça va être bien, je sais pas si c'est une bonne idée, parce que moi, les séries, en plus, cette série-là, qui a envie de voir un jeune Sherlock Holmes? Je sais pas. Ouais, je sais pas, ça me tente pas comme ça, moi. Surtout qu'en plus, Sherlock Holmes, j'en ai pas mal bouffé, des trucs, Hercule Poirot, c'est pas Sherlock Holmes, mais il y a un truc un peu dans ce sens-là. Sherlock Holmes, les 2 de Guy Ritchie, plus la série Sherlock. J'ai bouffé pas mal de Sherlock, et là voir un Sherlock Holmes jeune, je sais pas ce que ça va être en plus-value, etc. Mais je crois que ça existe déjà, Young Sherlock Holmes, ça me dit un truc. Oui, je pense que de toute façon, avec tous les trucs qu'il y a eu sur Sherlock Holmes, ça a dû forcément exister, mais ça me dit comme ça me tente pas vraiment, moi, en tout cas. Il y a un film de 85, Young Sherlock Holmes, effectivement. Oui, même je crois que c'est peut-être dans ce film-là qu'il y a un des premiers effets spéciaux, un bonhomme fait un effet spéciaux qui est pas trop dégueu. J'ai un souvenir de ça. Moi, par contre, contrairement à toi, je suis un peu curieux. J'aime bien, moi. J'aime bien les trucs d'enquête et tout. Je trouve ça toujours cool. J'ai un peu envie de voir ça, en fait. Après, je vais peut-être trouver ça nul, mais je reste curieux. Et par contre, j'étais un peu méchant avec l'acteur Hero Fiennes-Stephen, là, parce qu'il a pas que bossé dans les After. Il est notamment dans le dernier film de Guy Ritchie, donc The Ministry of Gentlemanly Warfare, là. Ouais.
qui est en train de bider comme pas possible. Ouais, ça m'étonne pas. Mais en tout cas, ça a l'air de bien se passer avec Guy Ritchie, donc peut-être il va le prendre de ses prochains films, et là il le prend pour sa série. Voilà quoi. Mais ouais, moi je suis quand même un peu curieux, je le jette pas le truc à la poubelle, j'ai envie de voir des premiers trailers quoi. Bon, bah il faut bien un de nous qui est qui est plutôt positif. On va passer à une autre news. C'est la série Blade Runner 2099 qui avait eu des gros report parce qu'il y avait eu la grève des scénaristes l'année dernière. Ouais. Et là ça a l'air de bien avancer parce qu'on vous en parle à peu près au moins une fois par mois maintenant. Et ça y est, le tournage va commencer en juin à Prague et en Espagne. Et donc c'est toujours Michelle Yeoh, l'actrice principale. Mais on a appris aussi que les 2 premiers épisodes vont être réalisés par Jonathan Van Touleken, qui a réalisé les 2 premiers épisodes de Shogun. Donc voilà, c'était plutôt une bonne série. Donc allez écouter notre épisode critique dessus. Et ça devrait sortir l'année prochaine sur Prime Video. Donc ça y est, c'est vraiment bien avancé, ça va être fait. Toujours hypé toi Ista par le projet? Très curieux, ouais, j'aime bien l'univers de Blade Runner, les grosses pas citadelles, mais les grosses cités avec plein de panneaux lumineux et tout, j'aime bien. T'as aussi la Ghost in the Shell. Moi j'aime bien cet univers-là, donc ça peut être cool. En plus Michel Yao, rôle lead role, c'est chouette. Est-ce qu'il sera le même ton, la même ambiance que les films? Je ne sais pas, tu vois, est-ce que ce serait un truc... le problème c'est que si tu fais ça sur une série, ça va peut-être être chiant quoi. Hein. Parce que faire un truc un peu lancinant, ouais. un peu, voilà, un petit peu onirique et tout ça dans une série, je sais pas, découper ça chaque semaine et tout... Bon après ils peuvent balancer toute la série d'un coup, mais je sais pas si ça va prendre. Après peut-être ils vont prendre une autre approche, il y a d'autres approches possibles sur l'univers de Blade Runner, on n'est pas obligé de essayer de singer ce qu'a fait Villeneuve ou Ridley Scott. Donc voilà, les premiers trailers ils nous donneront, enfin quoique les premiers trailers ils peuvent être mensongers, comme on sait, donc aussi, ouais. Donc on sait pas, mais j'ai quand même beaucoup aimé les 2 films, donc je serai là pour voir la série. Tout pareil. En parlant d'une autre série, on va parler de Dexter, parce qu'ils ont annoncé une série préquelle sur Dexter, donc qui va s'appeler Dexter Original Sin. Et donc il y a Patrick Gibson qui va jouer le rôle de Dexter, Christian Slater qui va jouer son père adoptif Harry, et Molly Brown qui va jouer sa sœur Debra. La série, elle se passera en 1991, 15 ans avant les événements de la série Dexter. Bon, je vais pas te cacher que ça sent la série pour faire une série, parce qu'ils n'ont plus rien à exploiter dans cet univers, parce que déjà ils avaient fait un Dexter, une suite à Dexter des années après, là. Oui. Qui était sorti il y a quelques années. Et là, ils retournent à la série Dexter, parce que c'était une série qui avait beaucoup cartonné, pour raconter la jeunesse de Dexter, alors qu'il y a eu 8 ou 9 saisons sur le mec. Mais les gars, ils ont plus rien à raconter, j'ai l'impression. Je n'ai pas vu la série. Voilà, donc ça m'intéresse pas du tout, quoi. Là, c'est vraiment, je sens vraiment le truc pour étirer. Un des gros problèmes de ces dernières années, quand même, en série ou en film, c'est que les mecs veulent pas lâcher la licence, quoi. Ils veulent l'essorer jusqu'à la moelle pour même raconter des trucs, je suis sûr dont on n'a pas besoin, quoi. Déjà, je suis même pas sûr que la dernière série a fonctionné de fou. Enfin, moi, j'en ai pas beaucoup entendu parler quand c'est sorti. Et déjà, la série de base, il y en a déjà qui la trouvent trop longue, qui disent qu'après la saison 4, ça devient pas terrible. Oui. Non, mais... La dernière saison est vraiment nulle. Donc, ouais, je trouve ça étonnant aussi de faire ça. Et de voir Christian Slater, qui est un super acteur qu'on a vu dans, par exemple, Mr. Robot ou True Romance, quand même un de ses plus gros rôles, de voir ça dans un projet comme ça, franchement, ça va me hype pas non plus, quoi. Je l'ai vu dans Willow, moi. La série Willow. Chacun ses rêves. Je ne juge pas. Vous savez, la série qui n'est plus disponible sur Disney. Ouais, c'est un peu ça. Que plus personne ne peut voir. Ok, super. Mais bon. Et là, on va partir chez Apple pour parler de Monarch, la saison 2, Legacy of Monsters. Et bien, dans la saison 2, on va avoir du Kong. Voilà, parce qu'on a eu beaucoup de Godzilla. On a eu un Kong en caméo surprise à la toute fin de l'épisode final. Voilà, c'est 2 secondes à la fin. Et ben là, il serait dans la saison 2 et ils vont commencer la production cette année. Libérez-nous s'il vous plaît de cet univers, voilà, c'est tout ce que moi je veux. Moi j'ai subi Monarch pendant un moment et j'ai arrêté, hein, je vais le dire, j'ai pas continué Monarch parce que ça me saoulait trop, voilà, je le dis. Et mais il y a Anna Sawai. Oui, Anna Sawai, je regarderai le préquel de Shogun. Non, mais je veux dire, moi, c'est pas une série qui m'a passionné. Là, me faire dire qu'il y a Kong, donc on pourra avoir 5 minutes de Kong, là, 2 minutes de Kong par épisode, voilà, parce que comme ça va satisfaire les gens. Mais vu que la série a super marché, voilà, là, ils vont développer le truc comme jamais. Moi, ça me tente toujours pas, et c'est pas parce que tu me mets Kong que ça va me faire venir, mais bon. Je sais qu'il y a des gens qui vont regarder, donc voilà. Voilà, moi je regarderai quand même.
Même si j'ai Voilà. pas aimé la saison 1. Il y a des monstres, je regarde. Maintenant, on va passer du côté de HBO. Eh bien, on a eu des news sur la saison 2 de Last of Us. Eh bien, il y a Jeffrey Wright qui reprend son personnage qu'il jouait déjà dans le jeu vidéo Last of Us Partie 2. C'est le rôle de Isaac. Voilà. Donc, bon, c'est cool qu'ils reprennent le même acteur pour faire jouer le même rôle. Je crois qu'il avait déjà fait dans la saison 1, non ? D'ailleurs. Mais je sais même pas s'il est dans la saison 1, moi, son personnage. Non, pas ce personnage-là, mais avec l'actrice Tandy Newton. Ah, oui, c'est possible. C'est possible. Oui. qu'ils aient Elle avait repris, repris son personnage qu'elle jouait déjà dans la partie 1, dans le jeu vidéo. Et Ah, c'était ok. le- Mais c'est un personnage qui est important dans le 2, dans la Last of Us Ah, 2. moi, je m'en rappelle plus vraiment. Donc ouais, bon, ça va pas être un gros perso. Ouais. Ok, bon, après c'est cool quand même qu'il fasse ça, mais est-ce qu'il pourrait pas faire ça aussi avec les doubleurs qui sont moins bankable? Ah bah non, quand même pas. Donc bon. Bah après, on les voyait dans la saison 1. Ah, ils avaient un petit caméo, Oui, voilà. c'est vrai. Mais quand même, tu vois. Bon, pourquoi pas. On va aller chez Warner, chez DC. Alors, chez DC Studio, apparemment, est très près d'avoir un showrunner pour la série Booster Gold, qui est une des séries qui avance le plus dans le DCU. Mhm. Et l'acteur principal serait déjà casté, donc déjà connu, de James Gunn, etc. La série arrive, je pense que c'est une des séries qui arrive le plus vite, Istin, pour le coup. Je sais pas si elle sortira l'année prochaine, mais en tout cas, c'est une Oui. plus proche, quoi. Bah, si elle commence son tournage tout ça assez vite et que ouais, ça serait déjà casté, je pense qu'on peut peut-être l'attendre pour l'année prochaine, effectivement. En rumeur, j'ai vu, il y aurait peut-être, parce qu'il y a un truc qui se passe là en ce moment avec Anthony Starr, Ouais. donc de The Boys, qui je crois qu'il a suivi James Gunn sur Instagram, et il y a plein de gens qui disent ah c'est bizarre et tout. Et on lui a demandé en interview, il a dit moi je joue au golf avec James Gunn. Donc je sais pas. Après, ouais, moi, Anthony Starr en Booster Gold, ça peut être. ça Il peut a la être gueule, sympa, hein. Il a la carrément. gueule. Après, il serait dans un truc beaucoup plus comique parce que. Après, Anthony Starr, on sait que c'est un. Il joue Anthony Starr, mais on sait très bien que c'est Ouais. Homelander dans la vraie vie, voilà, il est terrifiant. Non, mais plus sérieusement, il serait dans un registre qu'il a pas trop l'habitude, donc je serais hâte de le voir. Bon, il est un peu drôle, Homelander, de temps en temps, mais. Bah c'est ça. il est un peu drôle, effrayant quand même, tu vois. Genre. Oui. Après, voilà, le voir moi, de toute façon, Anthony Starr plus, je dis oui, moi, vraiment, en tant que Booster Gold. Je préfère ça à Chris Pratt, voilà, c'est tout ce que j'aurais à dire. Oui, parce qu'il y avait beaucoup qui pensaient ouais, peut-être ils vont prendre Chris Pratt et tout, mais Anthony Starr, j'ai envie d'un peu d'y croire. Je pense que ça m'étonnerait pas que ce serait lui. Mais je pense qu'on va avoir des infos assez vite en vrai. Ensuite, on a des infos sur la série Lanterns qui avance pas mal aussi chez DC. Donc la série qui serait centrée sur deux Lanterns, il me semble que c'est les Hal Jordan et Jon Stewart. Je crois que ce serait Ouais, c'est un ça. buddy ouais, movie, c'est ça. une buddy série. Mm. Et ce serait Damon Lindelof, le fameux, qui a écrit Lost et la série Watchmen, ainsi que Tom King, donc un écrivain de comics, et Chris Mundy qui a écrit la série Ozark, qui est pas mal réputée sur Netflix. Et ben il faut écrire la série Lanterns. Donc Damon Lindelof et Tom King, ils sont habitués un peu aux comics, je m'imagine. Et Chris Mundy peut-être un peu moins, mais voilà, il a écrit apparemment une plutôt bonne série. Je pense du coup que la série Lanterns est plutôt entre de bonnes mains, et du coup je suis plutôt content de ces choix-là, moi, personnellement. Ouais, bah franchement, c'est pas des manches quoi qu'ils ont pris. Hein. C'est des gens qui ont des séries vraiment réputées. Hein. Damon Lindelof, Lost, Watchmen, il y a aussi The Leftovers qui avait fait beaucoup parler aussi. Effectivement, Ozark, une des séries Netflix qui est considérée comme une des meilleures. Tom King, il a écrit notamment Supergirl, Woman of Tomorrow. Il a écrit beaucoup de Batman. Il est notamment, en fait, il est dans le comité là, du DCU. En fait, il est un peu producteur sur tous les projets, donc c'est pas étonnant de le voir là. Bon, là, il va être à l'écriture, quoi, aussi. Donc, ouais, c'est chouette, c'est une bonne équipe créative, et ça fait plaisir parce que les lanternes, la dernière fois qu'on a eu les lanternes au cinéma, c'était très mauvais. Là, ils en aident de mettre les moyens pour qu'on ait un truc quali niveau écriture, donc moi, je suis très très chaud. Et j'ai envie de voir ça. Après, il y a le côté, est-ce que c'est pas dommage que ce soit une série alors que c'est un truc de SF et tout? Est-ce qu'ils vont pas rester un peu tout le temps sur la Terre pour limiter les budgets, tout ça, comme ça serait une série? Bon, j'attends de voir. Après, je me dis qu'on peut faire maintenant des séries dans l'espace. Il y en a eu qui ont été faits comme Battlestar Galactica et tout. Avec les moyens maintenant, je pense que c'est possible d'en faire. Donc à voir. Après, ça parlait beaucoup que ça restait sur la Terre. Après, c'était des rumeurs à l'époque. Ouais. Mais... Oui, c'est des rumeurs. Hein. Ouais, cette idée m'enchante pas, mais bon, je regarderai quand même en espérant qu'un jour on ait un film Green Lantern digne de ce nom pour laver un peu l'honneur de Green Lantern. Ouais, bah après le personnage pourrait apparaître dans un Justice League au cinéma ou un truc comme ça. Quoi. Oui, évidemment. Mais j'aimerais qu'il ait son propre film
et qu'il soit réhabilité, parce que Ouais. je sais qu'il y en a que l'image qu'ils ont, c'est pas foufou, quoi. On va chez Marvelista. Ouais, on va chez Marvel et on parlait de Juan Carlo Esposito, l'acteur qui est qui est connu pour Breaking Bad notamment, pour jouer Gustavo Fringe. Il est aussi dans Mandalorian, voilà, chez Disney. Et dans The Boys. Et dans The Boys, oui, c'est Il vrai, est j'avais partout. oublié, mais oui, il est partout. Il est partout. Et il joue un peu toujours les mêmes rôles d'ailleurs. Mais oui. Et il a teasé son prochain rôle dans le MCU parce que voilà, il aurait eu des discussions avec Kevin Feige. Il a dit: le MCU a frappé à ma porte et c'est un rôle que vous ne pouvez pas prédire. Ce sera teasé et il y aura une série par la suite. Alors moi j'ai entendu qu'il serait peut-être dans la série Wonder Man. Voilà, ce que j'ai entendu, mais je sais pas si c'est vrai. D'accord. Bon, bah après, moi, Giancarlo Esposito, je voulais le voir en Magneto, j'avoue. Je le reconnais. Donc, peut-être ça sera ça, peut-être ça pas ça, mais ouais, après, c'est un immense acteur, donc ça peut vraiment relancer quelque chose s'il a un bon rôle quelque part, quoi. Ouais, c'est ça fait toujours plaisir de le voir. Et puis voilà, on savait pour les MCU, à un moment il parlait de Charles Xavier, mais bon, on va voir, mais ce sera teasé en tout cas dans les prochaines années. Il y a un moment où on saura bien qui joue, quoi. On a eu des petites infos sur Avengers 5. Enfin, c'est plutôt des rumeurs, mais le tournage d'Avengers 5 pourrait démarrer donc en janvier de l'année prochaine, appliquant une intrigue multiverselle, mais plus terre à terre. Le plan changé et Avengers 5 en fait serait plus un standalone, donc ce serait un film tout seul, il serait pas lié à Secret Wars. Et par contre, Secret Wars serait lui en 2 films, donc en gros il y aurait 3 films Avengers, quoi. D'accord. Bah écoute, du coup Avengers 5 serait un peu détaché du coup des 2 autres. Ouais, bah après c'est peut-être une bonne idée parce que je pense qu'ils veulent clore l'arc Kang assez vite, moi. C'est pour ça qu'ils vont faire l'Avengers 5 assez vite et peut-être pour essayer de lier tout ça avant le grand Secret Wars parce que ça serait pas mal parce que là t'as l'impression que chacun est un peu dans son propre truc et donc si Secret Wars arrivait peut-être trop vite, bah on saurait pas comment lier un peu tout ça parce que déjà on doit lier juste l'univers dans lequel ils sont, mais en plus si on doit lier d'autres univers à ça et tout, ça peut être vraiment le bordel. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils font Avengers 5, c'est pour créer une cohésion déjà au sein de l'univers. Au sein de l'univers principal, ouais. Voilà, l'univers principal avant d'aller chercher les X-Men ailleurs et tout. Voilà. Ce qu'ils appellent la Sacred Timeline. Donc, oui, j'avais lu une rumeur comme quoi les 4 Fantastiques ne seraient pas dans Avengers 5, ce qui collerait avec ce que tu dis. Qu'en gros, on ferait, oui, vraiment les nouvelles teams d'Avengers dans la fameuse Sacred Timeline, l'univers de base, le 616, quoi. Ouais, qui serait pas con. Et enfin, on va terminer les news Marvel par du Sony. Et oui, Sony ont des plans. Et oui, les plans de Sony, souvent, c'est toujours bon. Hein, voilà, Sony, ils n'ont jamais déçu. Et là, ils voudraient ramener Tobey Maguire et Andrew Garfield dans leur cinématique universe. Et ce serait genre des personnages clés de leur propre multiverse storyline, entre guillemets, et qui seraient du coup détachés du MCU. Donc, est-ce qu'ils voudraient les faire venir dans les trucs genre Venom, des trucs comme ça? Enfin, voilà quoi. Plus on est de fous, plus on rit. Mais c'est terrifiant de se dire ça, quoi, parce que déjà dans No Way Home, moi j'avais pas aimé qu'ils reviennent, mais alors s'ils reviennent mais dans un univers de Sonyverse là, mais c'est autant tout brûler, quoi. Enfin là, je veux pas voir ça, quoi, moi. Oui, parce qu'ils veulent faire leur propre multiverse, ils mettent Venom, Morbius et tout, de Spider-Man. Ouais, ce serait l'enfer, hein. Je sais pas, mais je suis curieux quand même de savoir ça va être quoi la suite pour Sony, parce que là, on n'a pas de vision après Kraven. C'est après Kraven, il n'y a rien. Il n'y a rien annoncé. Qu'est-ce qu'ils vont faire, quoi? Est-ce qu'ils vont faire ça? Est-ce que je sais pas. Moi, je pense qu'ils devraient laisser le live action à Marvel Studios et se concentrer sur l'animation, parce que ça, c'est quelque chose qu'ils font très bien. Peut-être la série sera bien avec Nicolas Cage, mais sur les films, ouais, Après, ils vont peut-être reboot leur propre univers, tu vois, mais bon. Comment ça? Genre, est-ce que là, après Kraven, ils ont rien parce que justement, ils veulent repartir à zéro. Et je me dis, est-ce qu'ils veulent peut-être repartir avec Andrew Garfield ou Tobey Maguire, mais dans tous les cas, j'ai pas envie de voir ça. Ouais, mais après, Andrew Garfield, ils ont arrêté parce que le 2 avait moins bien marché que le 1 à l'époque aussi, donc je sais pas. C'est un peu bizarre quand même. Si tu reprends Amazing Spider-Man. Mais j'y crois pas, moi, Amazing Spider-Man 3 et Spider-Man 4, tu vois, donc bon, je sais pas. Ah, moi aussi, mais je me dis, vu la hype, les gens, les nostalgies et tout. Un film avec les deux, par exemple, tu vois. Un film, c'est-à-dire avec les deux, il y a moyen qu'ils ramènent beaucoup de monde et tout, mais après, ça sent que c'est que pour l'argent et franchement, c'est ça, hein. J'espère que ça se fera pas en tout cas. J'espère pas non plus, et voilà. J'espère qu'ils diront après Kraven, on arrête, c'est bon, on a compris. Voilà. Et on va passer au box-office de la semaine X-Star, et on va commencer par le box-office américain. Et à la 5e place, on retrouve
The Fall Guy qui a rapporté 7,65 millions de dollars sur le sol américain, pour un total de 74 millions sur le sol américain et un total de 145 millions dans le monde. Voilà, il a atteint son budget de production, donc gros flop, voilà, malheureusement. En quatrième, on a Kingdom of the Planet of the Apes qui a fait 17 millions de dollars pour un total domestique à 127 millions de dollars. Au mondial, il est à 302 millions de dollars. Ce qui n'est pas dégueu, mais pas dégueu. Il va peut-être attendre les 400 millions, ça annonçait aux alentours. Donc ce serait à peu près 2,5 fois son budget, mais oui, c'est pas un gros succès. Donc voilà. Alors qu'il a plutôt bien démarré en plus, c'est dommage. Ensuite, à la troisième place, on retrouve If, le film de John Krasinski, qui a rapporté 21 millions de dollars cette semaine aux États-Unis pour un total de 64 millions de dollars sur le sol américain et un total monde à 104 millions de dollars pour un budget de 110 millions, ce qui est aussi un flop. Voilà, on va pas se mentir. Donc c'est pas très ouf le box-office en ce moment. Non, c'est compliqué. Par contre, celui-là, il marche bien. C'est le film Garfield, The Garfield Movie, qui fait 31 millions de dollars sur le domestique. Et en mondial, il est déjà... J'ai vu passer, il est déjà à 100 millions de dollars, il me semble. Ouais, il est passé à 100 millions récemment et le film a un budget de 60 millions de dollars. Donc il va être largement rentable avec le temps et voilà, il a presque battu le top 1 de cette semaine pour le coup. Et à la première place, on retrouve Furiosa avec un 32 millions de dollars au box-office américain et un total de 65 millions dans le monde, ce qui est pas terrible en fait, si on prend en compte que le film a coûté dans les 160 millions, je crois, aux alentours de 160 millions de dollars. C'est pas foufou. Le film il va pas transcender, il est déjà moins que Fury Road, donc ça va être compliqué d'être rentable avec ce départ là. Ouais, compliqué, très mauvais démarrage pour Furiosa, c'est dommage. Le film ne mérite pas ça. Allez écouter notre critique qui est sortie la semaine dernière, cette semaine plutôt. Et on va passer au box-office des films en France, Ista, et à la 5e place on retrouve le film de Quentin Dupieux qui s'appelle Le Deuxième Acte, donc voilà la comédie qui avait super bien démarré et qui a baissé quand même de 60% quand même, mais qui a fait 95 000 entrées et pour un total de 338 000 entrées. Pour un film de Quentin Dupieux, c'est vraiment pas mal au total. Ouais. En quatrième, on a Blue et compagnie, donc c'est If, qui fait aussi une chute de moins 60% et qui fait 112 000 entrées pour un total de 850 000 entrées. C'est pour sa 3e semaine. Non, c'est pas terrible pour un film comme ça, pour un film pour enfants et qui en plus, je crois qu'il est sorti pendant les vacances, il me semble en plus. Ouais. Donc c'est pas fou. Ensuite, à la 13e place, on retrouve La Planète des Singes, Le Nouveau Royaume, allez écouter notre critique, qui a fait 276 000 entrées. En France pour un total de 1,8 million d'entrées. C'est un peu, c'est pas dégueu, mais c'est un peu en dessous que le dernier volet, La Suprématie, mais c'est pas mal pour le coup en France. Il est pas à plaindre vis-à-vis des autres sorties des films en France. Ok. En deuxième, on a Furiosa pour sa première semaine qui fait 358 000 entrées et c'est beaucoup moins que Fury Road, je crois qu'il avait commencé dans les 700 000 entrées. C'est ça, ouais. 2 fois moins. Ouais, c'est 2 fois moins et c'est triste. C'est très triste pour le film qui va avoir une campagne difficile, que ce soit aux États-Unis ou chez nous. Et à la top 1, voilà, comme d'habitude, pour sa 4e semaine, c'est un petit truc en plus, le film d'Artus qui fait 1,1 million d'entrées. Encore pour un total de 4,5 millions d'entrées. Voilà, ça va être le film sûrement le plus vu de l'année. Bon, après, on n'est pas à l'abri, mais voilà, c'est la grosse percée du film. Il baisse quasiment pas. Il a baissé que de 14% par rapport à la semaine dernière. C'est un gros bulldozer et là, il va prendre ses distances avec Dune 2. Parce que là, il vient de le dépasser cette semaine et là, il va prendre ses distances et il va s'envoler. Je pense pour être seul top 1 en France, quoi. Et c'est assez fou. Est-ce que tu crois que Deadpool pourra le surpasser ou pas ? Non, pas en France. Non. Ça me semble peu probable. Ok, d'accord. Et c'est fini pour aujourd'hui. Ista, on se retrouve très bientôt pour la critique de la semaine prochaine. Et n'hésitez pas à vous abonner selon votre plateforme de streaming, à nous suivre sur les réseaux sociaux @la nuit des sorties, donc sur Twitter, sur Instagram, vous connaissez, à mettre le petit pouce en l'air, les 5 étoiles, voilà, selon votre plateforme. Ça nous fait toujours plaisir et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode des news de la semaine, Ista. Ouais, à la prochaine. Salut.